Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Alfred Chongo, notre éditorialiste, et Madame Sarah Ouattara vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice de Samara Conciergerie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Également à mes côtés, Dr Joyce Otto. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes PDG de la We Beat Chambers. Merci à vous également d'avoir répondu présente ce soir sur notre plateau. Alors place à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la journée des droits des femmes. Participation politique et économique des femmes, discrimination, violence. Le 8 mars est l'occasion de passer toutes ces questions à la loupe. Et 5 mois après l'affaire Weinstein, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée cette année dans un contexte de libération de la parole. Mais sur le continent africain, les témoignages des victimes d'agressions et de harcèlement sexuel sont encore bien trop rares. Illustration au Cameroun dans ce reportage de Viviane Baoken. Au Cameroun, les violences faites aux femmes constituent un phénomène de plus en plus croissant. Selon les statistiques, près de 55% de femmes ont subi des violences de toutes sortes depuis l'âge de 5 ans. De même, sur le plan économique, l'accès à l'emploi reste minoritaire chez la femme avec 44,5%. Toutes ces inégalités et bien d'autres étaient à la table des discussions des femmes le 7 mars 2018 dans le cadre de Yuma, 8 mars autrement. Selon les experts présents aux travaux, la femme devrait désormais poursuivre ses propres ambitions malgré les regards extérieurs. Face aux inégalités, il y a d'abord le courage d'être non conforme et de poursuivre ses propres intérêts, ses propres ambitions. Il faut du courage, parce qu'il y a le regard des autres qui vous jugent et qui a tendance à vous rabaisser. Les femmes doivent s'autonomiser parce qu'elles participent dans la vie économique du pays. Elles ont toujours été considérées comme en second plan. Et là, je pense vraiment qu'elles devraient être autonomes aussi bien dans leur vie professionnelle que familiale. Face à ces nombreuses injustices sociales vis-à-vis de la gente féminine, les femmes présentes aux échanges ont compris l'enjeu majeur lié à leur autonomisation à travers la valorisation de leurs capacités. Il faut valoriser la femme et montrer que la femme camerounaise a du potentiel. La femme camerounaise peut réussir, la femme camerounaise a son apport dans l'économie, même au niveau étatique. La femme camerounaise peut être présidente du Sénat, pourquoi pas. La femme camerounaise peut occuper tous les postes de la pyramide nationale. En instaurant le 8 mars comme journée internationale de la femme, les Nations Unies donnaient ainsi l'occasion aux femmes de réfléchir sur les stratégies globales de recherche de solutions aux inégalités dont elles font l'objet à travers le monde. Alors on va s'arrêter un instant sur les violences. On assiste depuis 5 mois maintenant à une forme de libération de la parole autour des agressions sexuelles, mais aussi autour du harcèlement dont sont victimes bon nombre de femmes. Une libération mondiale de la parole avec le mouvement MeToo, par exemple, sur les réseaux sociaux. Mais en Afrique, rares sont les témoignages sur ces questions. Madame Ouattara, comment expliquez-vous cela ? J'ai pas vraiment d'idée sur cette question. Je pense que pour toute femme, c'est le risque de la double peine en fait, d'être victime d'une agression, quelle qu'elle soit, et d'ensuite ouvrir la parole et en parler publiquement pour avoir assumé le regard de l'entourage, les critiques des autorités quand on va porter plainte et tout le reste le soupçon qui reste sur une potentielle ou pas ou avérée agression. C'est tout autant de freins qui font que la parole est encore moins libérée là-bas qu'ici. Donc c'est un sentiment de honte, c'est la pression sociale, Joyce Otto? Eh bien, je dirais plutôt que le poids des traditions est encore très présent.
Et paradoxalement, les femmes africaines, on en parle beaucoup, revendiquent un certain pouvoir d'achat, sont addictes de la mode. Et donc ce pouvoir d'achat-là, en fait, elle n'est pas canalisée vers l'économie, donc la communication. En conclusion, je pense que les femmes africaines ont besoin d'être responsabilisées. Elles ont besoin de s'engager par rapport à tout ce qui est engagement citoyen. On n'en parle pas beaucoup. La femme africaine a besoin de se mettre au même niveau que les autres femmes. C'est ce que je dirais. Alfred Thiango, comment vous expliquez que finalement la femme africaine, en tout cas je parle de celle des nombreuses femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles, de harcèlement sur leur lieu de travail notamment, ne parviennent pas à s'exprimer? Mais il y a là un paradoxe africain. Au fond, tous les États, tous les ans, depuis 1975, célèbrent cette journée internationale des droits des femmes. Et chaque année, on peut lister le nombre des violences dont les femmes sont les victimes dans tous nos pays africains. On parle d'une Africaine sur 3. Exactement, dans tous nos pays africains, sans que ça émeuve quelques-uns, sauf peut-être à l'est de la RD Congo avec la guerre et tout ce qui s'est passé. Là, pour le coup, il y a eu cette levée grâce au docteur Mukwege. Il y a eu toute une série de campagnes, des émissions qui ont été faites au niveau international. Aujourd'hui, les femmes dénoncent cela. Mais ça, c'est en circonstance, en situation de guerre. Mais là, aujourd'hui, au moment où nous parlons, combien de femmes sont victimes de viols, sont victimes des violences? Pourquoi elles ne vont pas témoigner? Parce qu'effectivement, il y a, comme disait le docteur Joyce Otto ou Ouattara, il y a la crainte de la stigmatisation, il y a la question de la culture, donc des traditions. Et ensuite aussi, il y a, j'allais dire, si on prend dans la globalité, il y a ce faible taux de scolarisation qui peut permettre justement d'amener les femmes, les jeunes filles à cette autonomisation qui permet de dire « halte là, vous ne m'agressez pas, vous ne m'insultez pas, vous ne me battez pas ». Donc il y a toute une série de choses qui doivent être encore changées en Afrique, d'abord de la part des autorités politiques, mais des femmes aussi elles-mêmes. L'initiative qu'on a vue là au Cameroun, où on essaye justement d'éduquer, d'apporter, de sensibiliser, il faut que ça se multiplie, que ça ne s'arrête pas simplement à une journée, il faut que ça soit tous les jours, moi je pense. Alors, on a vu donc des contraintes liées à la société, mais est-ce que ce n'est pas également lié à la faiblesse de l'appareil judiciaire, mais aussi législatif, sur cette question? Oui, je pense qu'il y a un problème de recueil de la parole des femmes, forcément. Quand on sait, par exemple, dans le reportage, c'est très bien dit qu'il y a un très peu nombre de femmes qui sont dans la vie professionnelle, qui ont une activité professionnelle. Quand on ramène ça au taux d'instruction et la difficulté après de trouver un emploi, quand on l'a, agression, pas agression, mauvais comportement, on essaie de peser le pour et le contre en se disant je prends beaucoup plus de risques à défendre mon droit d'être respecté, que de mener le combat, de pouvoir aller se battre, sachant que derrière, le dispositif judiciaire ne va pas forcément suivre. Le dispositif ne suit pas. De nombreux États ne sont pas encore engagés dans un projet d'abrogation, par exemple, des lois d'exonération de poursuite pour des violeurs. C'est le cas notamment en Libye ou encore en Algérie. Ce qui veut dire que certaines femmes se voient contraintes d'épouser leur violeur. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Quelle réaction vous éprouvez en tant que femme face à ce type de choses qui perdurent encore? Excusez-moi, je ne suis pas tellement d'accord avec vous. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les femmes africaines, il existe un nombre important de femmes africaines avocates et juristes. Je pense que ça fait partie des premiers métiers que les femmes embrassent. Seulement, pourquoi tout à l'heure je parlais d'engagement citoyen, c'est en termes de responsabilité. C'est-à-dire que quand on a le civisme en Afrique n'est pas très pratiqué. En Afrique, en fait, on reporte tout sur le président, sur le chef d'État.
je veux dire qu'en politique, il y a énormément de femmes qui sont engagées. Mais en termes de leadership, c'est aux femmes leaders, aux femmes décideurs, aux femmes responsables, en fait, d'ouvrir ces chantiers-là. Je vais dire aussi ceci, parce que je suis architecte et productrice, on parle beaucoup de ces violences. Mais vous savez, lorsque vous occupez ces postes, enfin, vous avez ces postes-là, comme c'est le cas pour moi, beaucoup de femmes sollicitent les hommes. Beaucoup de femmes, moi je me suis vue refuser énormément de contrats parce que les congénères qui étaient avec moi allaient pour s'allonger. Beaucoup de femmes vont pour s'allonger. Alors, je pense que c'est un phénomène de mode, mais essayons franchement de réexaminer la situation. Beaucoup trop de femmes en Afrique préfèrent épouser des polygames ou des violeurs pour avoir un standing de vie sociale alors qu'elles ont été à l'université, alors qu'elles ont la capacité de pouvoir développer des entreprises ou même avoir des postes. Je dirais que moi, mon engagement, je me situe vers une Afrique économique, donc plus de responsabilisation. Mais justement, mais vous, qu'est-ce que vous préconisez? Alors là, vous parlez, pour parler un petit peu, voilà, vous parlez de la promotion canapé, en gros, hein, c'est ce que vous évoquez. Mais alors, là, dans mon propos, c'était pour ces 37% de femmes, une Africaine sur deux, y compris des petites filles qui sont violées. Et là, j'ai parlé de la faiblesse de l'appareil et législatif et judiciaire. Et je vous ai demandé ce que vous pensiez par rapport à ça. Quel message vous voulez adresser ce soir, par exemple, aux gouvernants africains? Excusez-moi, je suis expert en management, donc intelligence managériale, c'est-à-dire leadership, lobbying, etc. Je pense, j'ose le dire, je ne crois pas que l'État soit le seul en fait responsable de cette situation-là. Je pense, et je le dis en termes de leadership, il convient aujourd'hui que les femmes mentors, les femmes avocates, les femmes juristes prennent à bras le corps ce combat. Le gouvernement ne peut pas à lui seul, ça ne lui revient pas. Cela s'appuie sur ce qu'on appelle l'engagement citoyen. C'est-à-dire, je me sens responsable, j'apporte des aménagements, j'apporte un changement. L'Afrique a besoin de changement, mais de la part des femmes responsables d'abord. Donc, je ne récuse pas cela. C'est vrai, il y a un constat. C'est vrai qu'une femme sur trois est violée. Mais si Simone Veil, en France, n'avait pas pris des risques et plein d'autres, on n'aurait pas eu ces lois. Si Christiane Taubira ne s'était pas avancée, on ne peut pas tout remettre sur les hommes. On ne peut pas tout remettre sur le gouvernement. Il y a énormément de femmes politiciennes en Afrique. C'est leur rôle. Sarah Ouattara, vous vouliez intervenir? Oui, je suis d'accord en partie avec le docteur Joy Soto. Je pense que c'est vraiment la société civile qui va amener de nombreux changements. Je reste, quand on parle des petites filles ou quand on parle des femmes en milieu professionnel qui se font agresser, quoi qu'il arrive, tant qu'il n'y a pas un appareil législatif de qualité, des lois qui ont été votées pour défendre ou pour répondre, pour rendre justice, ça reste peu efficace d'être engagé au niveau de la société civile. Ce qu'il faudrait, Simone Veil a été députée pendant très longtemps, c'est cette fonction-là, ce mandat-là qui lui a permis de porter des grandes lois pour les droits des femmes. Il faudrait que la représentation nationale soit beaucoup plus féminine pour le coup. Il faudrait que... On a toujours l'image du lion et du chasseur. L'Assemblée doit être beaucoup plus colorée, beaucoup plus rose si on veut prendre l'image de rose et bleu pour hommes et garçons. Parce que les sujets qui intéressent les femmes peuvent être portés, comme vous le disiez, par les femmes, mais il faut qu'elles soient là où les décisions se prennent. Oui, moi je pense effectivement que l'État a un rôle à jouer justement, puisque la loi, le droit, c'est l'État. Donc, quoi qu'il arrive, n'importe où, c'est la loi, c'est l'État qui fixe justement la loi. Et quand il y a des violences faites aux femmes, on le voit ici en France, enfin partout, dans tous les États, c'est comme ça. Même en Afrique du Sud, quand Jacob Zuma a abusé justement de sa position pour coucher à gauche, à droite, prendre des centaines de femmes par-ci, par-là, l'appareil quand même judiciaire l'a poursuivi. Simplement, la question de la promotion canapé, ça existe aussi, c'est très bien de l'avoir souligné. Ça suppose effectivement qu'il y ait cette instruction, cette éducation, cette formation justement, non seulement à la citoyenneté, mais aussi au respect de soi-même, des femmes, de se dire il n'y a aucune raison que avec le même diplôme, je ne puisse pas avoir ce travail qu'un homme qui vienne, et pour l'avoir, il faut que je couche.
Je crois qu'effectivement, tant que ça ne disparaîtra pas des mentalités, on a parlé des traditions, du poids des traditions, mais là, c'est aussi, ce poids-là pèse sur même les jeunes filles qui ont étudié, qui ont été à l'école, à l'université, etc., en tout cas en Afrique, qui sont à la recherche de leur premier emploi. Et malheureusement, ce sont des faits aussi avérés. Sarah Ouattara et Joyce Otto, il y a un gros travail de sensibilisation à faire autour de cette question dans les universités, dans les écoles. Énormément, et je pense que c'est le rôle des médias. S'il y avait un cri de cœur, ce serait celui d'emmener les femmes à diriger les médias. Parce que le média est celui qui éduque, en fait, le langage, le comportement, l'anthropologie même économique, parce qu'on parle de ces viols, mais toutes ces personnes-là regardent, on habite la télé, on vit avec la télé, on vit avec le smartphone, ça fait partie des médias, multimédia, digital, tout ce que l'on veut, mais tout s'appuie sur le média. Et donc le média était là, l'Occident s'est appuyé dessus, en fait, pour modeler ces sociétés. Et donc, moi, je lance un appel aux femmes pour qu'elles s'engagent davantage à diriger les médias et donc à rectifier les comportements. Sarah Ouattara. Alors je suis d'accord, oui, en effet, il faut un gros travail de pédagogie, d'explication On est aussi en Afrique, on garde ce respect en fait de la hiérarchie dans le cercle, dans la famille, etc. Les comportements qui dérivent, les agressions, etc. se réalisent principalement dans le secteur familial. La femme entendra souvent: ça va faire du bruit, il faut faire attention, tu sais, c'est ton oncle, c'est ton père, ça peut aller très loin, il faut que tu gardes ça pour toi. L'éducation, ça permettra à la petite fille de se dire: ce qui est en train de se passer, c'est pas normal, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'en parle à quelqu'un, au moins à sa mère ou à un adulte. Je pense que ça passe aussi par de la pédagogie. En effet. Et leur faire connaître véritablement leurs droits aussi. C'est ça, se dire que c'est pas normal. Mais qu'en est-il aussi des femmes en milieu rural ou justement des femmes où l'accès à la santé, à l'éducation n'est pas toujours facile dans ces milieux-là? Et là, pour le coup, c'est là que moi je pense que le rôle de l'État est incontournable, parce que tant qu'on va considérer ces sujets comme seconds et ne pas lancer vraiment des campagnes de sensibilisation, comment impacter ou toucher ces femmes-là qui sont en territoire reculé et à qui personne ne peut parler, sauf peut-être dans les centres médicaux, sauf dans les administrations, sauf sur des affichages. Et là, ça passe par une intervention de l'État forcément. Oui, mais on pourrait parler alors à ce moment-là de mentorat, c'est-à-dire que les aînés s'occuperaient de cela. Il y a des élus dans l'arrière-pays, il y a des maires, il y a des sous-préfets, des préfets. C'est ce travail-là, c'est un travail au quotidien. Merci beaucoup à toutes d'avoir participé à ce débat. Sarah Ouattara, merci. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Samara Conciergerie. Joyce Otto, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes PDG de la Wibi Chamber. Alfred Tchango, merci à vous. Merci, ravi d'avoir été avec vous autour de ce plateau. Et puis je rends encore une fois un vibrant hommage à mes très chères téléspectatrices autour de cette journée internationale des droits des femmes. Merci Alfred. Et bien sûr, je remercie aussi Pierre Franklin Tavares, philosophe, Ibrahim Abdou Saïd, philosophe et historien qui nous ont accompagnés durant les deux premières parties de cette émission. Et merci bien sûr à vous également de nous avoir suivis. À demain, très bonne soirée.